ouvre donc ce deuxième cercle des adhérents IFA Grand Ouest, lieu d'échange et de réseau autour des problématiques rencontrées dans l'exercice de vos mandats. Nous regrettons toujours d'être en distanciel compte tenu de la situation sanitaire, et en même temps ça nous permet d'être tous ensemble alors que le Grand Ouest est grand comme son nom l'indique. Ce matin nous avons souhaité nous approprier un des cahiers de l'IFA, gouvernance de la start-up à la licorne, hein. C'était un peu la logique qu'on vous avait exprimée dès le début, de se dire parfois on va s'approprier des travaux de l'IFA au national, parfois on partira sur un sujet qui vous préoccupe ou vous intéresse, dont vous nous avez fait part, soit dans le chat, soit dans les petits mails que vous nous faites après. Voilà, donc tout ça a été organisé de main de maître par Isabelle Launay. Donc je veux bien la slide suivante. J'ai perdu ma souris. Voilà, c'est bon. Voilà, donc Isabelle, qui est donc avocate chez Ernst & Young et qui est membre associée du bureau IFA Grand Ouest. Isabelle, merci pour toute cette organisation et je te passe la parole pour présenter nos invités. Oui, bonjour à tous. Alors, merci de votre participation, en effet, à ce deuxième comité, deuxième cercle des adhérents du Grand Ouest. Donc, pour préparer cette réunion, donc je n'étais pas seule, et merci en fait à tous les intervenants. Donc, Hugues, si vous voulez bien vous présenter, peut-être, Hugues, ce sera plus efficace que si voilà, je vous présente vous directement. Oui, très bien. Je suis Hugues Razanadrem, donc je suis le président de Carrion Intelligence Group. Donc c'est une société qu'on a créée il y a un peu plus de 3 ans maintenant sur le bassin niortais. Alors, est-ce que je parle tout de suite de la société ou c'est succinct ma présentation? Oui, juste succinct comme ça, Hugues. Et puis on rentrera en effet plus dans le détail au cours de la présentation. Merci beaucoup, Hugues. Voilà. Stanislas, donc Stanislas également, si tu viens de présenter sur voilà. Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'ai une expérience de 20 ans dans les startups. Il se trouve que je suis aussi certifié IFA Audencia. J'ai d'ailleurs eu Cécile comme enseignante. J'ai un très bon souvenir de son intervention. Et je suis au conseil stratégique de 5 startups à l'heure actuelle. Et en conseil ponctuel à droite et à gauche sur des projets stratégiques spécifiques pour les startups ou ETI. Merci Stanislas. Et enfin Nicolas, donc Nicolas Ivaldi de EY Venturi. Bonjour à tous. Donc, je ne suis pas du Grand Ouest originairement et je suis installé dans le petit Sud-Est, mais le ciré jeune de rigueur également. Je dirige une équipe EY spécialisée start-up d'une trentaine d'avocats implantés à Nantes et à Rennes notamment. Et dans le cadre de nos activités qui sont totalement dédiées aux start-up, nous accompagnons 600 projets, notamment dans 90 levées de fonds par an. Et donc, nous sommes en lien étroit avec les investisseurs et nous intervenons souvent sur la négociation des gouvernances et sur tous les sujets y afférents. Donc, merci à tous. Voilà, l'objectif de cette réunion, mais je pense que c'était aussi l'objectif de la précédente, c'est que ce soit une réunion d'échange, pas uniquement technique. Voilà, on va vous apporter voilà, quelques éléments techniques liés à la gouvernance des startups, mais l'objectif, c'est que ce soit vraiment très interactif. Donc, ce qu'on vous propose, voilà, c'est de dérouler un certain nombre de sujets et puis n'hésitez pas alors, à intervenir. Donc, le mieux au regard du nombre que nous sommes est peut-être d'utiliser les outils mis à votre disposition par Team et notamment la petite main. Désolée d'être un peu organisée, mais sinon, voilà, en termes d'échange, ça risque d'être compliqué. Donc, n'hésitez pas en effet à utiliser donc, la petite main en haut de l'écran pour prendre la parole. Et puis, et bien entendu, on aura à la fin de cette présentation une réunion d'échange collectif. Voilà, pour répondre à vos questions. Alors, merci Clémence pour donc le passage des slides. Avant tout, je pense qu'il est utile dans un premier temps de rappeler ce qu'est la gouvernance, avant de rentrer en fait dans un autre chapitre qui pourrait être
pourquoi elle est aussi importante, la gouvernance en matière de start-up. Et enfin, arriver sur la partie voilà, des 7 clés d'une gouvernance de croissance qui est liée notamment, donc, comme l'a indiqué Cécile, et sur laquelle nous sommes basés en fait, pour organiser cette réunion, qui est le rapport de l'IFA, de la start-up à la licorne. Alors, tout d'abord, en fait, en ce qui concerne la gouvernance, ce qu'est la gouvernance, gouverner, en fait, c'est avant tout, et ce qui est rappelé aussi dans le rapport, c'est avant tout, en fait, anticiper. Anticiper voilà, certaines prises de décision qui sont notamment liées, en fait, à l'évolution du marché dans lesquelles évoluent certaines startups et en fonction des marchés qui évoluent assez rapidement. C'est anticiper aussi un certain nombre de risques au niveau voilà, des entreprises, pas uniquement des startups, mais des entreprises, risques en matière réglementaire, risques en matière économique, risques en matière financière. C'est anticiper également certains conflits. Voilà, gouverner, c'est anticiper. Mais c'est également organiser, gérer en fait dans l'intérêt de l'entreprise, dans la durée, pour en fait assurer une croissance et une pérennité de l'entreprise. Donc, il faut en fait que les fondateurs appréhendent bien la notion en fait de la gouvernance et qu'il ne soit pas uniquement vécu en fait comme un aspect administratif. Souvent, les fondateurs en fait pensent que la gouvernance, c'est uniquement de l'administratif, c'est rattaché à une notion de contrôle, à une notion de surveillance, liée à un formalisme qui n'est pas pragmatique et qui est uniquement attaché à du reporting essentiellement. Et donc, en fait, il faut se détacher de ça, il faut que les fondateurs aient bien conscience en fait, des enjeux en fait, rattachés à la gouvernance. On prend souvent l'image en fait d'une entreprise sans gouvernance. On prend l'image en fait d'un navire sans gouvernail. Et donc, vous voyez bien en fait l'importance en fait de la gouvernance dans une entreprise en matière d'orientation, orientation stratégique, en matière de direction. Le fondateur est souvent dans les startups un fondateur qui a construit son projet seul et qui a devant lui en fait un chemin qui est pour l'instant non tracé, qui est assez large et sur lequel en fait il faut qu'il apporte voilà, une direction, en tout cas qui cède en fait à côté d'un conseil, et on le verra tout à l'heure, pour prendre les bonnes directions. Donc, on va le voir hein, tout au long de cette présentation que la gouvernance est vraiment un levier majeur qui est alors parfois négligé, et c'est là où il faut avoir le bon discours vis-à-vis du fondateur, mais indispensable pour une croissance forte et aussi pour la garantie en fait de la pérennité de l'entreprise. Donc la gouvernance, c'est quelque chose qui doit être réfléchi bien en amont en fait, dès les premiers mois d'existence, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que la gouvernance c'est un générateur de confiance vis-à-vis des investisseurs. Et on verra que la gouvernance, elle évolue au fur et à mesure des phases de développement en fait de l'entreprise. Donc, il est important en fait qu'un fondateur prenne bien conscience des enjeux de la gouvernance et qu'il l'appréhende dès les premiers mois de l'existence. Alors, au niveau… Deux secondes, excusez-moi. Clémence, on voit ton écran quand tu écris. Pardon, je vous interromps juste parce que ça peut être gênant pour les participants. Merci. Donc, en fait, voilà, la gouvernance donc, doit être anticipée dès les premiers mois d'existence et aussi dès l'entrée des premiers investisseurs en fonction de la phase de développement en fait, des entreprises. Il faut poser généralement un cadre structuré, évolutif de gouvernance et qui est encore une fois un facteur clé de réussite, comme je le disais. Et on reprendra tout à l'heure les enjeux liés à la gouvernance. Vous avez peut-être, vous souhaitez rebondir, Nicolas, Stanislas, sur ces aspects voilà, de gouvernance. Qu'est-ce que gouverner et après, on verra en fait pourquoi elle est aussi importante au niveau des startups. Oui, je veux bien illustrer un petit peu tes propos. Quand je discute avec les dirigeants de start-up de l'utilité, fois de pratique, hein, d'un administrateur indépendant ou d'un conseil stratégique, finalement, il y a 5 points qui résonnent par rapport à leurs préoccupations. D'abord, ça va donner de la crédibilité à leur start-up. Les startups, c'est des boîtes qui sont inconnues sur des marchés nouveaux,
Donner de la crédibilité, c'est une bonne chose puisque ça consiste à dire, regardez, à mon conseil stratégique, il y a des gens de valeur, des gens d'expérience, des gens qui croient en moi. Donc, par rapport aux partenaires, par rapport aux clients, par rapport aux fournisseurs, par rapport aux prospects, c'est stratégique et ces administrateurs, ces boards apportent une vraie crédibilité à l'entreprise. Et ça, c'est important parce que ça permet d'accélérer tout le cycle de vente, le cycle de prospection. Et on sait que la vitesse est très importante pour les startups. La deuxième chose, c'est que ça aide à faire des prises de décision. Les décisions qui sont les plus difficiles, qu'ils ne peuvent pas prendre au quotidien, eh bien, ils ont un endroit où ils peuvent en discuter. Ce n'est pas forcément les boards qui leur diront quoi faire, mais c'est les boards qui poseront les bonnes questions ou qui mettront les choses en perspective et qui aideront sur les décisions difficiles. Et c'est vraiment précieux pour des dirigeants de start-up de savoir qu'une fois par trimestre ou tous les 2 mois, ils auront un endroit où ils pourront poser les décisions les plus compliquées, les décisions stratégiques, quelle est la moins mauvaise décision ou comment prioriser les projets. Je pense notamment aux projets de développement de plateforme, par exemple. Ensuite, c'est des conseils et puis des contacts. Des contacts, c'est-à-dire, tiens, tu as tel besoin, bah, tu devrais aller voir un tel. Alors, ça peut être des partenaires business du type commissaire aux comptes, comptable, juriste, et ça permet, ou alors aussi des contacts en termes de prospects clients. Donc, ça aussi, ça permet d'aller beaucoup plus vite, puisqu'on a quelqu'un qui a de l'expérience et qui peut faire bénéficier du réseau qu'il a déjà construit tout au long de sa vie professionnelle avec des personnes qui seront bienveillantes et des personnes qui sont de qualité. Dernièrement, c'est la structuration du plan. C'est-à-dire que le rythme des startups est très inégal. C'est un peu comme un accordéon. Il y a des moments où les choses sont calmes et puis des moments où il y a des accélérations. Et puis, il y a aussi, c'est une vie qui est très agile, qui est très bouleversée. Et d'avoir ces réunions 4 ou 6 fois par an qui rythment la vie de la startup, ça permet de suivre des plans, de se souvenir de quels étaient les plans il y a un trimestre et de revenir dessus, et notamment la mise en place de quelque chose qui est important, qui sont les KPI. Et enfin, et j'en terminerai là, c'est très utile d'avoir un board dès qu'on est dans des phases de levée de fonds, de structuration, de fonds propres ou quasi-fonds propres, puisque là, on a quelqu'un de confiance qui est indépendant et qui aidera sur ces phases-là. Merci Stanislas. En effet, on reviendra, on développera plus précisément en fait les aspects justement du board, de l'importance du board en matière de gouvernance des startups et de sa composition, de tous ces éléments en fait qui constituent une bonne gouvernance et une gouvernance qui s'intéresse à la croissance notamment, au développement, mais également on verra aussi à tout ce qui est qualité humaine dans l'entreprise et qui permet aussi ce développement et cette croissance. Nicolas, peut-être un petit retour sur la notion de gouvernance. Hein. On était sur le thème de la notion de gouvernance. Peut-être un petit retour sur la mise en place de la première gouvernance, parce que je pense que c'est un sujet que l'on rencontre souvent, et c'est peut-être un sujet qui explique les démarrages difficiles de la mise en place de ces gouvernances dans la durée. Je pense que, bon, déjà, on ne peut pas généraliser, comme l'a dit Stanislas. Il y a autant de start-upers que de start-up, de profils de start-upers que de start-up, et les start-upers sont souvent dans des secondes expériences, soit ils sortent des études, soit ils sortent d'un grand groupe, donc du coup, on a des profils différents avec une culture personnelle de la gouvernance liée à leurs expériences qui est tout à fait différente. Mais ce qu'on observe quand même, c'est que le premier étage de la fusée de gouvernance, qui est celui de la phase de création où il n'y a que les fondateurs, est souvent fait maison. Souvent sur le non-dit, souvent sur un fonctionnement naturel, et que ce fonctionnement naturel n'est pas très structuré objectivement. Et du coup, l'impression que l'on a de nous, c'est que le premier sujet véritable de gouvernance arrive au moment de la levée de fonds, comme le disait Stanislas, et qu'il fait partie des ingrédients à négocier dans la levée de fonds. Et comme tu le disais tout à l'heure, Isabelle, il fait partie des éléments de contrôle que les investisseurs peuvent donner l'impression d'imposer.
Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a quand même un sens un peu négatif sur le sujet. Du coup, effectivement, une fois que cette étape est franchie, et elle peut être virile et musclée hein, dans certaines négociations, il ne faut pas trop de temps pour que les fondateurs apprécient la nouvelle liberté et la profondeur de ce que la gouvernance apporte, les réunions récurrentes, le reporting, les moments d'échange. Et donc, il y a tout ce passage psychologique. Je pense que la mise en place psychologique de la gouvernance est un sujet. La nécessité de la gouvernance n'en est pas un. Donc, il faut juste bien négocier le premier pour ne pas louper le deuxième. Voilà. Merci Nicolas, c'était très clair. Donc, en effet, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, donc la gouvernance des startups est importante et peut-être peut-être pas plus importante que dans une entreprise classique, mais tout au moins, elle doit être appréhendée dès le démarrage en fait de l'entreprise, puisqu'en fait, et comme rappelé tout à l'heure, en effet, on a un fondateur, alors avec un profil complètement différent, hein, peu importe voilà, le profil, mais qui porte un projet, donc sur lesquels il a un certain affectio et on a une forte présence en fait dans le développement de ce projet, donc de ce fondateur, et qui doit notamment pour nourrir le développement de ce projet s'associer en fait des personnes compétentes. Donc on le verra tout à l'heure dans la construction des éléments du board, dans sa composition. Il doit s'associer en fait des personnes qui viennent lui apporter voilà, un regard nouveau, parce qu'auparavant, la prise de décision voilà, pour le développement de son projet, il les prenait un petit peu seul, voire voilà, en binôme ou d'autres personnes qui étaient associées, mais qui étaient plutôt une association friendly management. Et aujourd'hui, dans le cadre de son développement, il doit avoir des personnes sur lesquelles il y a une certaine altérité, une certaine voilà, distance. Donc, on a des caractéristiques spécifiques d'un fondateur qui doit évoluer dans son état d'esprit et s'associer en fait des échanges avec d'autres partenaires, des administrateurs, enfin peu importe le nom que l'on donne aux personnes qui vont l'aider dans le développement de leur projet. Mais voilà, une intelligence collective qui vient se substituer en fait à le seul fondateur qui avait la construction de son projet au départ. Et on le voit aussi, et ça c'est des sujets sur lesquels on a pu discuter dans le cadre de la préparation de cette réunion, c'est l'importance aussi des valeurs humaines et sociales dans le management, que ce fondateur a également, alors à préserver, hein, parce que c'est important, parce que c'est aussi une source de croissance, mais qui doit également se détacher pour voilà, ne pas mettre trop d'affection parfois dans le management, mais d'y consacrer quand même une certaine importance, puisque en fait, c'est aussi avec ces personnes qui va s'associer dans le développement du projet que la croissance va se réaliser. N'hésitez pas à rebondir si vous avez voilà, des éléments à ajouter. Et en plus, on est sur donc un projet, un process, quel que soit le marché, mais surtout sur des marchés qui évoluent rapidement, sur des prises de décision qui doivent être assez rapides et qui doivent être prises en fonction de l'environnement, de l'évolution du marché et des enjeux de développement qui sont forts, puisque généralement, en fait, ces entreprises sont structurées avec une trésorerie qui est parfois faible, parce qu'ils n'ont pas encore réalisé leur première levée de fonds. Et donc, voilà, on a des enjeux de croissance, un marché auquel il faut qu'ils fassent face assez rapidement. Donc, une certaine fragilité, en fait, de ces structures. Peut-être des sujets, Nicolas, Stanislas, là-dessus, sur la fragilité du business. Très rapidement, je pense que si on retient le principal de ce que tu viens de dire, effectivement, la phase de démarrage de la start-up pose plusieurs sujets. La première, selon nous, là encore, avec beaucoup d'humilité, parce que nous ne sommes pas je ne suis pas un professionnel de la gouvernance, encore moins de l'ARH, j'observe ça de mon rôle de conseil. Les premiers sujets de gouvernance interviennent quand le projet se détache de la personne des fondateurs, que l'intérêt social apparaît, c'est souvent concomitant à la levée, mais
ce passage peut être violent parce qu'il n'est pas préparé. Et je pense qu'effectivement, l'accompagnement de la gouvernance, enfin de l'évolution de la gouvernance des premières étapes n'est pas le sujet sur lequel l'énergie se focalise aujourd'hui, et c'est sans doute un tort. Et il y a pas mal de problèmes qui ne sont pas traités en amont, qui seraient moins problématiques si c'était le cas. Donc, effectivement, on peut observer ça de manière très précise. Les fondateurs ont d'autres choses à faire dans les premières étapes, qui est de survivre, de vivre même avant de survivre, de savoir si on a un produit, si on a une techno qui fonctionne, si on a un marché. Enfin, il y a beaucoup de sujets. Si on a de la trésor, tu disais que la trésor est parfois insuffisante, je dirais qu'elle est souvent même, concrètement. Et l'impression que l'on peut avoir dans ces premières étapes, c'est que la gouvernance est un sujet de luxe, en fait. Or, c'est un sujet qui va ressortir comme étant fondamental très rapidement, notamment dès qu'il est besoin de trouver du cash, en fait. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte très tôt. Et c'est peut-être un des sujets, même si le coaching RH des managers augmente dans toutes les structures d'accompagnement, c'est quelque chose qui peut encore progresser, comme beaucoup de choses en fait. Tout à fait. Alors, c'est pour ça, et Clément, juste le slide suivant. C'est pour ça qu'on est, enfin voilà, persuadé que de toute façon, pour qu'une gouvernance soit vertueuse, il faut qu'elle soit structurée, préparée, qu'elle évolue en fonction des phases de développement de l'entreprise et surtout qu'elle ne soit pas dupliquée, imposée par une réglementation. Alors, sauf quand on arrive à un stade de gouvernance, mais là, on ne parle pas de la gouvernance des startups, mais des gouvernances d'entreprises beaucoup plus évoluées dans le temps. Mais en tout cas, voilà, elle doit être adaptée en fait au marché de l'entreprise. Et elle doit être réfléchie en fonction voilà, des acteurs du marché, des parties prenantes, et c'est aussi une gouvernance qui doit être évolutive. Évolutive, encore une fois, en fonction des phases de développement de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rester dans un cadre qui serait inadapté, ou peut-être s'imposer un cadre d'ailleurs qui soit inadapté au projet et à la structure en fait, de l'entreprise. Il faut vraiment qu'on ait des étapes qui évoluent au fur et à mesure, avec une gouvernance, un board qui soit structuré avec des compétences, et on le verra donc tout à l'heure, des compétences bien adaptées au marché et à l'entreprise, et encore une fois, qu'il y ait des valeurs sociales et humaines qui sont prises en compte, que ce soit d'un point de vue du salarié, que ce soit au sein du comité, voilà, des certain nombre de valeurs sociales qu'on verra tout à l'heure. Donc, en résumé, c'est ce qu'on inscrivait dans notre slide, il faut que ce soit vraiment du cousu main, du sur-mesure et pas en fait du prêt-à-porter, et surtout ne pas aller rechercher voilà, sur un site internet des statuts ou un pacte d'associés qui seraient voilà, des outils qui permettent d'organiser la gouvernance, qui soient tout faits et qu'on se dise, en tout cas qu'un fondateur puisse se dire qu'il est complètement adapté en fait à son, voilà, à son entreprise et à son marché. Donc vraiment ça, de toute façon, c'est voilà, c'est la réalité et ça a été largement démontré. Peut-être un commentaire rapide là-dessus. Alors sur le diagnostic, il faut du sur-mesure, totalement d'accord, c'est exactement ça, pour une raison simple, c'est qu'on le disait tout à l'heure, les start-upers sont différents et que ce qui va à l'un n'ira pas à l'autre, qu'il faut vraiment que la gouvernance s'adapte à l'état des forces en présence. Le problème peut-être qu'on observe quand même, c'est que si on peut faire du tuning dans les premières étapes de gouvernance, quand on en a la demande par les fondateurs qui en ont donc la conscience et qu'on en a le temps, celle qui va être proposée par les fonds d'investissement, proposée est un synonyme politique d'imposer, va toujours faire partie de ceux qu'ils ont l'habitude de pratiquer, qu'ils vont à tout prix vouloir dupliquer sur leur participation. Donc on a quand même, sur la nécessité du sur-mesure, une deuxième lame de prêt-à-porter qui revient, c'est-à-dire qu'il faut faire rentrer à peu près toutes les typologies de start-upers et de gouvernance native dans ce que les investisseurs, pour ceux qui investissent dans le dossier, ont l'habitude de voir. Donc en fait, c'est tout le problème, même si aujourd'hui on sent quand même des évolutions positives. Les fonds d'investissement qui auparavant ne faisaient que des audits juridiques, techniques et financiers font de plus en plus d'audits RH et organisationnels. Et donc, on voit déjà les prémices de la prise en compte de la nécessité d'améliorer cette figure. Je peux peut-être
dire là, comme disait Nicolas, sur le fait que finalement, pour établir une gouvernance, vaut mieux tôt que tard. Parce que si une gouvernance est établie uniquement au moment de l'entrée des ventures capitalistes, on se retrouve très souvent avec un board un peu bicéphale, où il y a les cofondateurs d'un côté et les investisseurs de l'autre. Et là, on peut très vite rentrer dans une dynamique soit de justification, soit une dynamique un peu d'opposition et de rendre compte. C'est pas ça un board. Un board, c'est un outil extrêmement utile pour s'assurer du développement optimal de l'entreprise. La préoccupation du board, c'est l'entreprise. C'est ni les investisseurs, ni les fondateurs ou cofondateurs. C'est l'entreprise et les investisseurs et les fondateurs et cofondateurs. Mais c'est avant tout l'entreprise. Et le fait qu'il y ait déjà eu une expérience de travail avec un board en amont et qu'il y ait déjà des administrateurs qui connaissent l'entreprise, qui ont donc vécu 1, 2, 3 exercices sociaux, permet, lors de l'arrivée des ventures capitalistes au board, d'avoir une dynamique différente, une dynamique qui est non pas en opposition, mais qui est tournée vers l'avenir. Et ça, c'est vraiment très utile pour que justement le nouveau board prenne sa place et sa dynamique de développement positif. Et puis, pour revenir aussi sur ce que disait Nicolas sur l'intérêt de penser à la gouvernance assez tôt, c'est que finalement, les startups qui y pensent tôt, quand ce n'est pas encore nécessaire, quand ce n'est pas encore imposé, c'est un excellent signe de succès à venir. Ça veut dire que les dirigeants ont déjà intégré leur développement à venir et un parcours autour de la croissance. Qu'ils ont montré une capacité déjà à muter, donc à savoir ne pas être en contrôle. Et Isabelle, tu as évoqué cet aspect de intuitu personné ou d'incarnation du projet qui au début est très fort, hein, puisque au début, c'est quelques personnes, voire leurs amis, ils mettent le produit sur le marché avec une équipe d'une dizaine de personnes. Il y a vraiment une incarnation très forte. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on demande aux fondateurs et aux cofondateurs au début. C'est d'incarner leur projet. C'est les premiers à y croire et à porter cette vision auprès des banquiers, des partenaires, des clients. Et bien, il va falloir que ces dirigeants mutent assez vite. Et la particularité des startups, c'est cette croissance très rapide. Et donc, cette obligation des dirigeants de muter à vitesse grand V. Là où sur les entreprises traditionnelles, ça se fait peut-être sur 30 ans, 40 ans, 50 ans, là, ça se fait sur 5 ans. Donc, cette mutation rapide est importante et le fait d'établir un conseil stratégique tôt montre cette capacité. Et notamment aussi à savoir déléguer ce qui va être nécessaire assez rapidement. Tout à fait. Slide suivante, justement, pour interpréter un petit peu tout ce qu'on vient de se dire. Clémence, un schéma voilà, qui, en fonction de l'évolution dans le temps et des cash flows, de ce que représente, hein, mais c'est très synthétique, hein, clairement, l'évolution de la gouvernance dans des entreprises qui, voilà, quand elles sont plutôt start-up, voire intégration de Love Money incubateur, voilà, sur du conseil, de l'accompagnement, mais qui est de l'accompagnement de proches ou d'accompagnement business angel parfois un petit peu plus haut, donc avec un conseil plus structuré et on le verra tout à l'heure avec des compétences diversifiées qui permettent un échange, voilà, des échanges collectifs et structurés. Et puis forcément, au fur et à mesure du développement d'entreprise, d'avoir une organisation un peu plus structurée et parfois là imposée par la loi, avec un conseil d'administration ou un conseil de surveillance, notamment lorsque il y a l'introduction en bourse de l'entreprise. Voilà. Donc ça, c'était voilà, en schématique l'évolution de la gouvernance en fonction de l'évolution du développement de l'entreprise. Alors, pour reprendre justement les éléments du rapport de l'IFA, donc de la start-up à la licorne, il y avait donc, et c'est là-dessus qu'on souhaitait intervenir notamment, sur les 7 clés pour une gouvernance de croissance, donc qui ressort justement de ce rapport.
liées notamment à des entretiens qui ont eu lieu avec voilà, un certain nombre de professionnels et qui ont réussi à démontrer, voilà, à ressortir 7 clés pour une gouvernance de croissance. Et notamment, donc, on a donc, au niveau de la start-up, donc ce qu'on se disait tout à l'heure, hein, et puis avec l'évolution dans un conseil qui est un petit peu plus structuré, un petit peu plus développé, qui est l'accompagnement, le mentorat. L'accompagnement, en fait, à ses débuts du fondateur et toutes les caractéristiques, je dirais, liées à cet accompagnement. Donc, ça peut être d'abord en forme de mentorat. Donc, il y a eu le fait de démontrer qu'un fondateur accompagné, voilà, soit d'un ancien entrepreneur, voilà, d'une personne qui l'aide au quotidien. Parce qu'en fait, le fondateur, il est un petit peu seul. Il a parfois, alors parfois, le projet est structuré avec plusieurs fondateurs, mais il l'est aussi parfois avec un seul fondateur. Et donc, on a voilà, une personne un peu isolée qui doit prendre un certain nombre de décisions. Des décisions liées à son développement et qui, lorsqu'il est accompagné en fait d'une personne avec un profil et qui lui partage un peu son expérience passée ou autre, eh bien on s'aperçoit en fait que cette entreprise voilà, a peut-être un petit peu plus de facilité, voilà, à se développer et puis à grandir de manière plus exponentielle. Donc il faut, voilà, cette personne qui est ce mentor est là pour conseiller le fondateur, le faire grandir, peut-être détecter des signaux faibles dans la manière de gérer l'entreprise. Il contribue, ce mentor, comme le fera ultérieurement le vrai board, le vrai conseil, le vrai comité, il contribue à la réflexion et à la prise de décision. Il fait parfois aussi le trait d'union entre des futurs investisseurs et le fondateur. Donc là, Stanislas, tu le disais tout à l'heure, c'est d'avoir l'évolution dans l'état d'esprit en fait de ce fondateur, des demandes que feront les investisseurs et puis d'avoir cette connexion qui se fasse entre le fondateur et les investisseurs et que ce ne soit pas pris comme quelque chose de contraignant, mais au contraire quelque chose qui lui permette de grandir et de privilégier l'intérêt social et de faire évoluer l'entreprise. Donc là, on est sur voilà, un sujet de mentorat qui évolue hein, et sur lesquels on peut peut-être avancer justement au-delà du mentorat en fonction du développement d'entreprise sur tout ce qui est le board. Donc on parlait du board tout à l'heure, de la structuration du board. Il est important en effet au niveau du board, du comité quand il est constitué au sein d'une start-up, quant à sa composition. Qu'il y ait des compétences en fait qui soient diversifiées, que ce soit pas forcément un miroir du fondateur, mais au contraire que le fondateur puisse s'associer des compétences que lui-même n'a pas. Et donc ça c'est important, voilà, de la structure en fait du board. Je pense qu'on a tous des expériences diverses et variées sur cette structuration de board avec voilà, des compétences et en fonction du marché, des compétences peut-être de personnes qui connaissent très bien le marché à l'international par exemple, à l'international et ça c'est important pour un fondateur de bien identifier les compétences qu'il doit s'associer dans le développement de son entreprise. Et voilà, un board qui évolue aussi au fil des ans. Donc, tout à l'heure, tu disais, Stanislas, par rapport à la durée du mandat de l'administrateur, en effet, il faut être vigilant aussi parce que peut-être que au début voilà, de la start-up, dans ces premiers mois de développement, il est important d'avoir une personne identifiée sur tel et tel aspect de compétences, mais que voilà, au fur et à mesure de l'évolution, cette personne aura moins d'interaction avec le fondateur et qu'il faudra évoluer, donc avoir une durée de mandat qui soit limitée et puis qui soit d'une durée qui, en fonction de l'évolution du marché dans lequel évolue le fondateur, soit adaptée en tout cas. Peut-être d'autres éléments sur le board sur lesquels on peut compléter, plein de choses à dire en fait sur les éléments du board, donc je sais que c'est un vrai sujet voilà, de structuration pour les fondateurs. Nicolas, rien de plus. Si, peut-être à dire que ce que l'on observe aussi, c'est que le board reste abstrait et théorique. C'est un lieu dans lequel on met des personnes pour échanger, prendre des décisions.
Je pense que la composition du board est le véritable sujet crucial et que souvent, on n'a pas suffisamment de matériaux auprès de quelques fondateurs pour faire les bonnes désignations et parfois également, on n'a pas le bon matériau du côté des investisseurs. Et je trouve que quand on a un attelage qui ne fonctionne pas, avec des gens qui n'arrivent pas à échanger ou qui ont des visions totalement étranges, ce n'est pas parce qu'on est d'accord pour investir dans un projet et qu'on a créé ce projet qu'on est capable d'échanger. On a des situations qui sont assez cataclysmiques d'un point de vue politique. Et c'est là où on a le mauvais côté du board, c'est-à-dire que pour les fondateurs, c'est un empêcheur de tourner en rond, qui n'est là que pour effectuer un contrôle politique de leur gestion qu'ils veulent, libertaire, parce que la start-up est une aventure individuelle de liberté, et c'est vraiment tout ce qu'il faut éviter, en fait. Ce sont des lieux où on n'échange pas, où on ne raconte pas la même chose, qui renvoie à un autre sujet aussi, peut-être, mais ça qu'on observe nous et sur lequel on n'a pas de recul, ce n'est pas notre job, mais j'ai l'impression en même temps que le board est un lieu d'échange, que pour que l'échange soit positif et qu'on puisse construire sur lui, c'est un lieu de sincérité et d'honnêteté, bien évidemment. Je pense qu'il y a plusieurs manières de communiquer au sein du board et qu'elles ne sont pas toutes bonnes. Nous, on observe plusieurs profils des start-upers. On a le profil qui ne dit rien, ce n'est pas la bonne solution, bien évidemment. On a le profil qui dit tout, et j'ai l'impression que ça ne marche pas non plus. C'est-à-dire que véhiculer les doutes naturels des start-upers en début de projet. Je ne sais pas si ma techno fonctionne, je ne sais pas si j'ai un marché, je ne sais pas si je vais réussir à vendre, je ne sais pas si j'ai de la marge, je ne sais pas si je ne vais pas m'écraser en plein vol. Tout ça, c'est plutôt anxiogène. Donc, des fois, on observe des problèmes qui sont véhiculés au board et qui créent encore plus de problèmes. Donc, je pense qu'il y a un apprentissage réciproque à faire des deux côtés, côté investisseur et côté fondateur. Et ça fait peut-être une bonne transition avec le point 2 sur la confiance et la transparence. Tu vas développer, Isabelle. Et sur l'aspect confiance et transparence, il y a un aspect qui est important, c'est l'utilité et la fonction du board par rapport au reste de l'entreprise. C'est-à-dire ceux qui n'y sont pas, les collaborateurs, les salariés qui sont dans cette aventure de manière quasiment aussi intense que les fondateurs, qui savent de toute façon que les boards arrivent, soit parce qu'ils voient que les salles de réunion sont bouquées, qu'ils voient des gens qui connaissent mal ou pas, ou qui voient de temps en temps arriver. Et là, il est bon que les fondateurs partagent avec le reste de l'entreprise, particulièrement dans le cas des startups, c'est facile puisque c'est des équipes de taille relativement réduite et qui sont unies autour d'un projet unique. Souvent, il n'y a qu'un seul produit ou qu'un seul service. Et c'est important qu'après, les quelques jours qui suivent, il y ait une présentation qui soit faite par les fondateurs et cofondateurs de ce qui a été partagé avec le board et de ce qui a été discuté. Alors, ils ne pourront pas partager l'ensemble des sujets parce qu'il y a des sujets sensibles, stratégiques. Il y a des sujets aussi d'incertitude qui sont discutés au sein du board. Ce n'est pas forcément utile de partager l'ensemble des doutes des fondateurs et des cofondateurs avec la totalité de l'équipe. Mais en tout cas, montrer qu'il y a une transparence et partager avec le reste de l'équipe ces sujets-là, c'est une bonne chose. Merci à tous les deux en effet pour ce retour. Et en effet, on arrive en fait sur la deuxième clé qui est en effet la confiance et la transparence, sur lequel normalement le dirigeant doit pouvoir échanger avec son conseil, alors en toute transparence, mais voilà, sur des sujets sur lesquels il s'ouvre, parce que bien entendu, voilà, il y a certains sujets sur lesquels ce dirigeant, ce fondateur n'est pas encore en capacité ou ne le souhaite pas en fait voilà, échanger sur certains des sujets. Et le conseil doit être en effet, comme on l'indiquait tout à l'heure, un lieu d'arbitrage dans lequel voilà, un certain nombre de décisions sont prises dans l'intérêt social et pas uniquement dans des intérêts particuliers, soit du fondateur, soit d'autres intérêts plus financiers. Et c'est là où on arrive en fait sur le sujet d'indépendance, qui est la troisième clé, qui est le rôle joué notamment par les administrateurs indépendants. Alors, on est normal, enfin voilà, le sujet d'administrateur indépendant intervient
pas dans les premiers mois, hein, forcément, de la constitution, voilà, du board, hein, d'une start-up. Il intervient un peu plus tard. Mais voilà, cet administrateur indépendant, parfois, est même très utile, en fait, dans les boards pour, justement, lui, en fait, cet administrateur indépendant est libre d'intérêt, en fait, et il contribue notamment à la capacité du conseil parfois à exercer ses missions, et c'est important, voilà, dans la défense de l'intérêt de l'entreprise, au-delà des intérêts particuliers, parfois d'avoir cet administrateur indépendant qui est donc un non-exécutif, dépourvu de liens particuliers, en fait, et d'intérêt, en fait, particulier avec l'entreprise, peut-être son fondateur. Et donc, voilà, le rôle de l'administrateur indépendant est dans un conseil à retenir, parce que voilà, il a cette forme d'indépendance qui est un peu plus prégnante, en fait, que parfois les autres membres du board. Je ne sais pas si voilà, le rôle de l'administrateur indépendant, si vous avez des retours, vous, Nicolas, Stanislas, sur la présence d'un administrateur indépendant au sein d'un board, voilà, pour… Des retours, oui. Déjà, un premier sujet que l'arrivée en force des administrateurs indépendants a amené, c'est l'obligation de bien vérifier qu'ils sont indépendants. La première question que les fondateurs posent souvent, c'est est-ce qu'il est indépendant uniquement vis-à-vis de nous, en fait? Donc, il y a un vrai risque géopolitique de relations investisseurs-fondateurs. Ce qu'on observe surtout, c'est que les administrateurs indépendants permettent de créer une nouvelle catégorie qui n'est pas là parce qu'elle a mis de l'argent ou parce qu'elle a mis sa vie dans le projet. Et ça fait, quand c'est bien manié, qu'on tombe sur des personnes compatibles, parce que tous les administrateurs indépendants ne sont pas compatibles avec tous les fondateurs et tous les investisseurs et inversement. Quand on a le bon attelage, ça permet vraiment de mettre du lien entre les investisseurs qui sont stressés par leur mise et les fondateurs qui sont stressés par la surveillance dont ils font l'objet. Donc, c'est potentiellement que du positif. Ouais. Ok. Peut-être partager avec son expérience d'administrateur indépendant assez tôt dans la création de son entreprise. Excuse-moi, Stanislas, je n'ai pas entendu la question. Je disais peut-être Hugues peut partager. Oui, à ce moment-là, oui, Hugues, si vous pouviez, voilà, en effet, pour intervenir à ce niveau, on voulait vous faire intervenir à la fin, mais c'est vrai qu'en fonction, voilà, peut-être de la composition de votre conseil, c'est peut-être d'avoir votre retour, Hugues, justement, sur le rôle de cet administrateur indépendant au sein de votre conseil. Vous m'entendez là? On vous entend. Ok. Alors, il y a plusieurs choses sur l'administrateur indépendant. Oui, effectivement, c'est un regard extérieur forcément enrichissant. Oui, c'est aussi un atout structurant. C'était pas notre force forcément de tout structurer. Donc ça structure la gouvernance, mais aussi la pensée, les actions. Ça permet aussi d'avoir quelqu'un qui prend du recul par rapport mais ça, vous l'avez déjà évoqué, hein, cet affect qu'on peut avoir. Donc, avoir du recul, c'est intéressant aussi. Et puis, ça permet aussi d'enrichir les éventualités, les possibilités, et puis les axes qu'on n'a pas forcément vus quand on a le nez dans le guidon. Donc, voilà, c'est un peu les vertus que je vois là immédiatement. Elles sont forcément plus nombreuses, mais c'est celles qui m'apparaissent les plus importantes justement quand on crée un board ou quand on fait vivre un board, quoi. Très bien. Et Hugues, est-ce que vous pouvez juste nous rappeler en fait le contexte de l'organisation de votre board, quand est-ce que, justement, par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, quand est-ce que vous avez pris conscience en fait qu'il était nécessaire en fait de vous constituer le board, et peut-être rappeler, voilà, votre activité et puis de la nécessité, voilà, de construire un board composé d'administrateurs avec des compétences différentes.
Alors oui, alors juste pour resituer un peu Kerion Intelligence, on existe depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Donc j'ai fondé Kerion Intelligence avec 4 associés. En fait, j'avais très rapidement conscience de mes limites et je sais que pour généralement arriver à réussir quelque chose, il faut savoir ce qu'on sait faire et savoir ce qu'on ne sait pas faire. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, j'ai convié 4 associés, qui avaient qui avait une vraie compétence financière, un autre qui avait une vraie compétence organisation, parce qu'il était Lean Black Belt Manager, un qui était très RH et un qui était très technologique. Et donc, c'était vraiment leur force, leur trait. Et donc, on a fondé ensemble Kerion Intelligence. Donc, on avait déjà un board, entre guillemets, constitué, mais on était fondateur. Donc, pour moi, c'était pas suffisant. Quand on est fondateur, on est souvent dans le guidon. Et la préoccupation, en fait, quand on démarre, c'est de trouver des clients. C'est une des seules préoccupations qu'on a, c'est de trouver des clients en réalité. Donc, on ne pense pas forcément à gouvernance, on pense à d'abord, il faut vendre, hein, il faut faire vivre la société. Donc, la gouvernance, c'est pas une priorité en réalité quand on démarre. C'est vraiment, il nous faut des clients, il nous faut des financements, il faut c'est ça qui est les premières préoccupations. Et puis, très rapidement, au-delà de tout ça, on se dit, si on veut croître, enfin, c'était la réflexion que j'avais. Le MEDEF avait organisé une réunion sur la gouvernance. C'était la gouvernance des PME. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que je me suis dit, si on veut croître, il y a un moment, il faut qu'on structure un peu plus la boîte. Il faut qu'on ait une vision de là où on veut aller. Et c'était très intéressant parce que c'était un vrai sujet qui me préoccupait, la gouvernance de notre société. Et donc, la personne qui animait cet atelier du MEDEF, je me suis rapproché d'elle et puis on a échangé et je lui avais proposé de rejoindre notre board. Pour diverses raisons. D'abord parce que dans notre ADN, on est très, très international dès la création. Hein. Donc, il avait ses compétences internationales. Il avait les compétences aussi parce qu'il faisait partie de l'IFA. Je pense qu'il fait partie toujours de l'IFA, je ne sais plus. Mais en tout cas, il fait partie de l'IFA. Donc, c'était un administrateur, on va dire, aguerri. Donc, ce qui n'était pas notre cas. Hein. Nous, on était 5 joyeux drills, mais en termes de gouvernance, d'administration d'une entreprise, c'est un peu obscur, hein, ces sujets. Qu'est-ce qu'on y fait dans un board? On voit dans les films conseil d'administration, ils sont en cravate, ils sont sérieux, ils disent des choses importantes, mais au-delà de tout ça, on n'a pas trop conscience de ce qu'on doit dire dans un board et de ce qu'on doit faire. Et donc, c'était intéressant de voir, en fait, c'est des vrais sujets qui nous préoccupent au quotidien, mais qui du fait d'être formalisés, organisés, structurés, donnent une autre dimension. Finalement, on se dit, là, il y a un vrai sujet. Là, il y a les risques dans l'entreprise, les risques RH. Nous, notre cœur de sujet, c'est vraiment RH. Les risques RH, c'est un vrai sujet, par exemple. Et dans le board, on peut en discuter. On peut avoir des idées intéressantes à partager. Donc voilà, ça c'est pour donner le contexte. Donc sur ces 3 années, on a quasiment eu toujours des administrateurs. Enfin, c'était pas encore des administrateurs indépendants, c'était des conseillers externes. En fait, c'était du conseil externe, mais ça avait des allures d'administrateurs indépendants. Et donc, une compétence plutôt internationale et aguerrie dans un conseil d'administration, et puis une autre compétence plus financière, de stratégie financière, parce que nous, on avait une vision à peu près de ce qu'on voulait faire en termes de développement, en termes de commerce, mais comme je dis toujours, la stratégie financière, c'est un peu l'enfant pauvre de toute entreprise naissante. Et au-delà de faire une levée de fonds, c'est bien de faire une levée de fonds, mais pourquoi faire? Quid de ce qui va se passer après? Est-ce qu'on s'endette, etc. Est-ce qu'on se dilue? Bon, tout ça, c'est des vraies questions qu'on se pose,
qui peuvent faire peur si on n'est pas éclairé avec des conseils pointus sur ce sujet. Donc, ces 2 conseils sont venus, ont apporté leur réflexion, leur aide sur définir une stratégie financière. Est-ce qu'il faut faire de l'endettement? Est-ce qu'il faut faire une levée de fonds? Est-ce qu'on fait un mix des deux? Est-ce que toutes ces questions, ça ne s'invente pas. Il faut des gens qui ont vécu ça et qui nous éclairent, et on va souvent plus vite avec des gens qui ont cette expérience plutôt que d'expérimenter par nous-mêmes et puis de s'apercevoir que on aurait dû être conseillé. Donc voilà. Et après est venue la levée de fonds. Donc on a fait une levée de fonds. Alors moi, c'était une de mes préoccupations, c'était de ne pas forcément faire une levée de fonds pour une levée de fonds. Souvent, dès qu'on dit start-up, on pense à levée de fonds. C'est assez réducteur, je trouve, mais c'est une réalité, parce qu'on a besoin aussi de fonds, mais ce n'est pas simplement le seul sujet. Mais est venu ce sujet, donc faire rentrer des investisseurs. Donc on a fait une levée de fonds assez rapide, puisqu'elle a duré moins de 6 mois entre le moment où on a vu des investisseurs et puis la libération du cash, c'était 6 mois. 6 mois, donc ça a été assez rapide. Des investisseurs assez importants sont venus, et ils sont venus dans le board. Et donc là, ça nous a demandé aussi de nous structurer un peu plus, parce que ils ont aussi contribué avec des fonds, donc ils attendent aussi des éléments de notre part, mais pas seulement. C'est-à-dire que ce que j'avais établi avec eux comme relation, c'était aussi de leur demander des conseils. Ça se réduisait pas, vous mettez de l'argent dans le pot et puis on se revoit dans 5 ans quand vous allez sortir ou 7 ans. Non, c'est l'idée aussi, je les appelle aussi de temps en temps, même les administrateurs indépendants, je les appelle, et puis je leur demande sur un sujet, qu'est-ce que vous en pensez? Par exemple, on veut racheter une boîte, est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est bien? Donc on demande aussi nos partenaires investisseurs leur avis sur ces sujets, et souvent c'est très éclairé. Ils nous disent non, c'est peut-être trop tôt, ou ça prend du temps, vérifier ci ou ça, demander ça. Enfin, plein de conseils sans lesquels on aurait peut-être fait des bêtises en y allant tête baissée, quoi. Donc, il y a un vrai apport, je trouve, et ça c'est plutôt ma philosophie, quand on fait apporter des gens qui sont neutres, d'une part, qui sont, on va dire, froids, entre guillemets, parce qu'ils n'ont pas l'affect des entrepreneurs que nous sommes, le nez dans le guidon, des fois on ne voit pas. Donc le conseil est forcément factuel et donc dénué de tout intérêt. Donc c'est très intéressant. Et puis on essaye, dans la mesure du possible, de créer une équipe. Au-delà d'avoir des gens qui se sont greffés, comme les greffes, des fois ça prend et puis des fois ça prend pas. Mais là, l'idée, c'est dans ce conseil, c'est d'essayer de créer une équipe. Donc, quand on fait nos conseils d'administration, on a besoin des conseils des uns des autres. Donc, on présente un peu nos idées de développement, et puis on attend d'être challengé, et on attend aussi une participation de leur part. Est-ce que vous avez, vous, des clients ils participent comme ça en nous disant, nous donner des adresses, des références. Donc l'idée, c'est au-delà du grand mot conseil d'administration, administrateur indépendant, c'est de créer cette dynamique collaborative. Quand on arrive à faire ça, je pense que là, tout le monde trouve son intérêt, et le conseil d'administration finalement devient non seulement un organe de gouvernance, mais un vrai levier pour se développer, et pas seulement une administratif où on présente des chiffres, et puis voilà, on a présenté des chiffres, on est content et on s'en va. C'est ça un peu l'idée. Je ne sais pas si j'ai répondu à Très clair. Ouais, c'est clair. Bon, ok. Claire, Hugues. J'ai une petite question, et je pense que je ne serai pas la seule à avoir des questions. Juste, Hugues, en fait, le fait que vous aviez une gouvernance assez rapidement, notamment intégrant donc les fondateurs, en tout cas, les premiers fondateurs, et puis d'autres personnes associées, est-ce que vous pensez que dans votre levée de fonds, ça a été pris en compte justement par ces investisseurs, et que le fait que vous soyez d'ores et déjà structuré, que vous ayez un organe de gouvernance, a été un accélérateur? Parce que c'est vrai que vous indiquez 6 mois en fait pour une levée de fonds.
qui est un délai quand même très court, enfin assez rapide en tout cas pour cette levée de fonds. Et voilà, je voulais un peu avoir votre retour sur ce sujet-là. Oui, forcément, ça a eu un impact parce que une levée de fonds, ça se prépare, pas seulement en termes de fourniture de business plan ou de chiffres, mais de discours, de positionnement, d'assises. On avait bien préparé ça ensemble, d'une part. D'autre part, ça rassure, c'est vrai, hein, je ne sais plus qui l'a dit, ça rassure aussi d'avoir dans son board aussi des gens expérimentés, sachant que nous, notre expérience de création d'entreprise, elle est quasiment nulle, hein, parce que c'était la première fois qu'on montait une boîte. Donc, quand on a des investisseurs et qu'on dit, ben, on a tel administrateur, voici son profil, voici ce qu'il a fait, etc. Voici, ben, effectivement, c'est un atout, c'est indéniable. Donc il y a deux atouts. Il y a l'aspect réputation, présentation du board, etc. C'est un aspect. Puis il y a l'aspect préparation derrière, réflexion, où on dit, bah, on arrive devant des investisseurs, on dit, bah, la levée de fonds, c'est qu'une étape, voilà ce qu'on veut faire avec, etc. Donc on déploie une stratégie financière qui est lisible pour un investisseur et qui se dit, bon, eux, leur projet, quand même, il est réfléchi, quoi. Ils ne viennent pas juste demander de l'argent pour une lacune de trésorerie ou pour des manquements de gestion, mais il y a une stratégie derrière. Et ça a été préparé, bien sûr, avec ces administrateurs indépendants qui nous ont aidés aussi à structurer ça. Donc oui, effectivement, c'est un vrai apport. C'est très clair et on a abordé, je crois, par votre témoignage, Hugues, la plupart des autres clés en fait exposées dans le rapport, qui est la stratégie. Donc là, vous en avez parlé, le lieu où la stratégie se décide, ou des réflexions stratégiques, le conseil en fait, vraiment le lieu hein, où toutes les réflexions stratégiques sont évoquées. Tout ce qui est déploiement, donc le déploiement également à l'international. Donc vous disiez notamment par rapport au profil d'un de vos administrateurs, avoir besoin en fait d'avoir une vision, voilà, une vision, une personne qualifiée au sein de votre conseil sur cet aspect de déploiement en fait à l'international. Et puis bah, au final en fait la pérennisation, quoi, la pérennisation liée à cet atout indispensable qui est le conseil et qui permet une pérennisation et la croissance en fait de l'entreprise. Donc non, très bien, merci beaucoup Hugues, c'était vraiment très très clair et ça donne vraiment les clés, voilà, les clés pour une gouvernance de croissance par rapport à votre structuration d'entreprise. Je ne sais pas si d'autres personnes veulent voilà, rebondir sur le témoignage d'Hugues, mais je voulais juste ajouter une chose aussi pour les collabs en interne, pour nos collabs. Alors pour la petite histoire, on a démarré avec 2 collabs, 1 ou 2 il y a 3 ans. Aujourd'hui, on est 27. Enfin, on est passé de 2 à quasiment une trentaine de personnes maintenant. Donc on a eu effectivement, c'était sport, hein, je ne vous cache pas que c'est physiquement, intellectuellement et tout ce qu'on veut, c'est sport. Hein, c'est aussi intéressant aussi, et on le communique en interne au collab, on a un board, on a un conseil d'administration et voilà comment est composé notre conseil d'administration. Ça donne aussi à nos collaborateurs aussi de l'assurance. Alors, ce n'est pas le seul élément qui donne de l'assurance, mais c'est de se dire qu'il y a un pilote dans l'avion, grosso modo, et puis il a pas mal de copilotes intéressants, et ça donne un peu d'assurance à nos collaborateurs, qui sont aussi quand même des ambassadeurs qui vont aussi amener d'autres collaborateurs à nous rejoindre, parce qu'ils ont cette confiance. Ils sont plutôt à l'aise dans la société, quoi. Ce qui serait peut-être pas le cas si on était juste nous. Et puis, des fois, ils ont vu au début qu'on improvisait. Il y a beaucoup d'improvisation, hein, ça on l'a pas dit, mais c'est 80% d'improvisation et 20% de gouvernance, quoi. Donc l'idée, c'est de rééquilibrer ça et puis de remettre un peu plus de gouvernance et moins d'improvisation. Mais au-delà de ça, ça aide aussi en interne. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter aussi, qui était intéressant. C'est surtout le lieu où il faut montrer, il faut déclencher la confiance sur la capacité à improviser intelligemment.
C'est un peu ça. Il faut garder cette capacité d'improvisation parce qu'elle est inhérente au projet. Mais il faut rassurer sur le fait qu'on n'improvise pas n'importe comment. Je pense que c'est ça l'aventure de communication intelligente et réussie entre fondateurs de start-up qui restent ce qu'ils sont et investisseurs qui les laissent faire. Alors, pour rajouter aussi, on a fait pas mal de bourdes, hein. Des bourdes RH, des bourdes avec les clients, des bourdes, ben bon. Mais on a appris, c'est-à-dire que des fois on s'est pris un mur, mais on l'a pas pris 2 fois. Mais là aussi, d'ailleurs, un commentaire rapide et général, je pense que ce qui est aussi un actif intéressant pour tout le monde, c'est que si les fondateurs sont de moins en moins naïfs au fil des années, parce que les structures d'accompagnement sont de plus en plus performantes, et je trouve que la qualité s'améliore massivement, et les investisseurs ont appris aussi. Ils ont appris à pardonner les bourdes, ils ont appris que ça ne se passait jamais comme prévu. Et du coup, il y a une sorte d'acceptation collective du dur jeu de la start-up. Je pense que ça s'améliore dans toutes les catégories qui composent le board. C'est très clair. Bah, écoutez, alors je pense qu'on arrive donc à la fin de cette présentation, sauf erreur. Peut-être qu'il y a, ah oui, alors voilà, une présentation synthétique, hein, voilà, d'un schéma qui, quel que soit en fait de la start-up des premiers jours et quelle que soit l'ambition, le principal, c'est de définir une feuille de route. Et avec ce qu'on vient de se dire, hein, le casting, voilà, des bonnes pratiques de gouvernance, le casting des conseils, un fonctionnement efficace en fonction de la récurrence des réunions du board, de sa composition, des éléments de rémunération, le cas échéant, voilà, des comités spécialisés, rémunération, audit, en fonction de l'évolution, et une information, ce qu'on disait également tout à l'heure, transparente, pertinente au niveau des actionnaires. Je rajouterais juste quelque chose, Isabelle, si tu veux. Oui, si je peux faire, aucun problème, au contraire. Pour nous constitue peut-être le sujet le plus délicat à gérer dans la gestion des gouvernances de start-up, c'est l'absence de maîtrise sur l'évolution du projet qui va effectivement faire modifier de manière quasi permanente l'état des rapports de force au sein du capital. Soit le BP se réalise convenablement et les fondateurs sont renforcés, soit c'est compliqué et il faut refinancer et les bridges vont les fragiliser. De la même manière, tu rajoutes à la première levée la nécessité d'une deuxième et potentiellement la nécessité d'une troisième, avec des intérêts qui vont se détacher au fil de l'eau. C'est-à-dire qu'au premier tour, investisseurs et fondateurs sont copains comme cochons et sont d'accord pour réaliser le projet du BP. Quand le deuxième tour arrive, il suffit que les investisseurs du premier ne puissent pas réinvestir pour que les fondateurs donnent l'impression de changer de crèmerie, se rapprochent plus des seconds investisseurs que des premiers. Toutes ces évolutions récurrentes et toutes ces évolutions lancinantes impliquent des modifications politiques en interne et qui ont un impact immédiat et réel sur la gouvernance. La gouvernance d'aujourd'hui d'une start-up ne sera pas la même dans 18 mois, dans 36 mois, et on ne sait pas ce qui va se passer entre ces 3 phases. Et ça, c'est très compliqué à gérer et à manager pour les fondateurs, pour les investisseurs, pour tout le monde. Tout à fait. Voilà, alors je ne sais pas si en fonction des personnes, si vous avez des questions, des précisions que vous souhaitez. Alors, oui. Peut-être que c'est le moment à tous, vous pouvez activer maintenant tous votre caméra pour faire connaissance, et puis si vous avez des questions, vous levez la main et on vous passera la parole. Voilà. Comme ça, en plus, je vais faire une belle photo d'ensemble. Alors peut-être en rebond, puisque la personne qui était évoquée par Hugues est dans la salle, peut-être retour d'expérience du fameux premier administrateur de Kéréon. Je ne savais pas s'il fallait le citer. Hein, je sais, il est là. Alors. Nous, vous ne voyez pas les invités. Alors, Yves? Oui, bonjour. Effectivement, nous avons fait connaissance lors d'un atelier gouvernance à Niort. Je crois même qu'on avait fait 2 ateliers à Niort avec le MEDEF et que ça s'était très bien passé. D'ailleurs, Isabelle était là.
à mes côtés. Donc ça s'était passé il y a 4 ans peut-être, chose comme ça. Voilà. Et quand Hugues, peut-être 1 an après, m'a contacté pour me demander si je pouvais les aider à structurer leur gouvernance comme conseiller, hein, comme il l'a mentionné au départ, avec cette autre personne qui était, elle, qui venait de la direction financière d'une grande mutuelle. Donc, tous les deux, donc on a collaboré donc, avec l'équipe Kéréon pendant 1 an à peu près. Et puis est arrivé le moment donc, où Hugues a souhaité formaliser la relation en me demandant de rejoindre le conseil d'administration, donc ce qui était déjà une belle étape de maturité, parce que finalement l'entreprise n'existait que depuis un peu plus de 2 ans, et donc toujours en SAS, et donc souhaitait passer en mode SAS avec un conseil d'administration. Donc c'est une un beau témoignage de maturité, et donc voilà, donc je suis à leur côté depuis 1 an comme administrateur indépendant, et donc effectivement 2 fonds d'investissement nous ont rejoints, donc qui siègent également au conseil. Donc maintenant, donc il y a 3 personnes en dehors des 5 fondateurs dans ce conseil qui est maintenant de 8 personnes. Voilà, et ça se passe très bien. En effet, très timide. Hein, vous avez des questions, des témoignages? N'hésitez pas. Oui, bonjour, Christine Dejean. J'ai une question à poser par rapport à l'expérience que j'ai eue. Moi, j'ai essayé d'approcher un certain nombre de startups en leur parlant de l'intérêt de la gouvernance. Voilà, je suis en cours de certification à l'IFA, je ne suis pas encore certifiée, mais ça ne devrait tarder. Et je sens pas mal de réticence des startups parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils trouvent que c'est lourd. Pourquoi maintenant? On a bien le temps. Quels seraient finalement vous en avez un petit peu parlé, mais finalement les conseils que vous auriez de manière à finalement persuader beaucoup de fondateurs qui ont du mal à se mettre dans l'idée du fait que c'est un accompagnement tôt qui peut leur être utile. Je peux peut-être tenter de faire une réponse là-dessus, puisque j'ai accompagné pas mal d'entreprises de différents degrés de maturité. En fait, je dirais la première chose à considérer, c'est de voir quelle est l'ambition de cette start-up, parce que s'il n'y a pas une ambition pour un grand développement qui nécessitera forcément des apports extérieurs de fonds, la gouvernance peut très bien venir plus tard parce que les gens vont souhaiter rester entre eux. Mais si cette start-up a de l'ambition, nécessairement, il va falloir faire appel à des investisseurs, soit privés, business angel, soit des premiers fonds, puis des plus grands fonds, et ainsi de suite. Et c'est à partir du moment où on part avec ce schéma de construction je dirais de l'investissement, c'est à ce moment-là, il faut dire, il faut mettre en place les premiers jalons d'une bonne gouvernance. Parce que toutes les personnes qui vont venir investir vont regarder cette dimension gouvernance. Il y a quelqu'un qui a levé la main? Je rajouterais quelques éléments d'après mon expérience. Donc d'abord, il faut bien saisir quelle est la mentalité des fondateurs ou cofondateurs. Parmi les start-upers, il y a un bon nombre qui le font pour avoir le contrôle sur leur vie professionnelle. Et c'est avant même de devenir riche ou connu, le premier élément, c'est vraiment de retrouver le contrôle sur sa vie parce qu'ils ont souffert en tant que salariés
de ne pas avoir de contrôle sur leurs projets, sur leur vie professionnelle, sur les postes, sur le développement de leur département, ainsi de suite. Alors, il y en a qui sont vraiment bloqués dans cet aspect, je crée ma start-up pour avoir le contrôle. Et ceux-là mettront plus de temps à accepter de mettre en place une gouvernance et à partager les questions et à être interrogés et à regarder les choses en perspective avec d'autres. En revanche, il y a d'autres fondateurs, je pense que vous avez bien vu que Hugues en fait partie, qui eux voient les choses comme une équipe avec des complémentarités. Et là, du coup, en tant qu'administrateur indépendant, on n'a pas du tout la même réception par rapport à ce qu'on propose. Hein. Dans le premier cas, c'est rien à foutre, de toute façon, j'ouvrirai mon capital le plus tard possible parce que je veux garder le contrôle le plus longtemps possible et être dilué le moins possible parce que je veux rester jusqu'à la fin de ma vie avec au moins 51%. Ça, c'est un positionnement qui est forcément moins apte à s'ouvrir vers une gouvernance et vers un parcours de levée de fonds et de leadership national puis international. Donc, bien saisir dans quelle catégorie se trouvent les fondateurs et cofondateurs. Et puis, le deuxième élément, c'est qu'il faut commencer par être le moins structuré possible dans sa proposition. Je m'explique. Donc, les boîtes sont petites, il y a beaucoup d'incertitudes, la vitesse est importante, la capacité de pivoter, de changer est importante. Et donc, arriver de manière pro bono en conseil, en disant ça t'engage à rien, on va passer, on peut avoir quelques réunions dans les semaines et les mois à venir, c'est à ta convenance. Et apprendre à se connaître avant de formaliser est un élément important. Les start-upers ne veulent pas au début, et ils ont raison, parce qu'il y a encore trop d'incertitudes, se contraindre dans un carcan où ils veulent le faire le plus tard possible. Et donc, en tant qu'administrateur indépendant orienté start-up, avoir cette flexibilité qui est aussi un signe de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, de bienveillance, de soutien, de ne pas être en challenge perpétuel, mais plutôt en questionnement, en apport, et qu'ils apprennent à voir aussi les rencontres informelles comme des moments de ressourcement, des moments d'énergie dont ils sortiront plus, avec plus d'énergie plutôt que moins, va les amener au fur et à mesure, si la boîte évolue bien, à se dire peut-être qu'il faut que je structure ça et que je donne un rôle plus officiel à cette personne qui m'apporte tant en tant que dirigeant et qui apporte tant à la boîte. C'est vraiment important ce que dit Stanislas. Je confirme vraiment de ne pas arriver, je vais vous apprendre la vie et je vais tout structurer. C'est hyper important parce qu'en fait, moi je le vois avec du recul, quand on est vraiment dans les premiers jours, les premiers mois, les premières années, c'est le bazar partout. Hein. Partout c'est le bazar. Hein, ça. Il y en a de partout et puis il faut gérer. Et tout est urgent. Et donc, rien n'est urgent parce que tout est urgent. Donc, du coup, on est dans un bouillonnement qui fait que si quelqu'un arrive dans ce contexte-là avec une vision très figée, très cadrée, très ordonnée et montre tout ce bouillonnement et le cadrer immédiatement, il y a un rejet immédiat. J'ai d'autres choses à faire. Le rejet, il se fait immédiatement. Donc, il y a vraiment, je pense, et moi je me situe vraiment en tant que start-upper, on a vraiment besoin plus d'écoute en fait. Et il faut accepter ce bazar qui va s'organiser progressivement, mais il y a vraiment une acceptation et une montée en progression sur cette organisation en fait. C'est clé à mon avis. Et je le partage avec beaucoup de mes confrères où on se retrouve à la French Tech, etc. On est tous dans cette situation. Vraiment. Gaëtan, peut-être un témoignage? Oui, merci Cécile. J'avais deux questions. Une première peut-être pour Hugues sur la notion de transparence de la gouvernance. En fait, je trouve que c'est un sujet, alors je ne sais pas si c'est encore la taille des startups, mais en tout cas dans le Next 40 de manière générale, c'est un sujet de discussion qu'ont beaucoup de salariés, c'est de se dire
la transparence de la gouvernance, elle est très floue sur ces grosses startups. On ne sait pas trop qui est dans la gouvernance. C'est un sujet un peu tabou, mais du coup, voilà, c'était ma question, c'est est-ce que le board, c'est un sujet tabou ou pas par rapport aux salariés? Et ma deuxième question, qui te fera peut-être un peu plus écho, Cécile, c'est sur la dimension ESG. Quand on a échangé avec le club ESG, on avait rencontré un administrateur de start-up qui était basé dans le Grand Ouest et qui disait généralement les fondateurs de start-up ou les gouvernants de start-up, quand c'est la première start-up, ils font un focus que sur la performance. Ça rejoint un peu ce que disait Isabelle tout à l'heure, hein, priorité performance économique. Et puis ensuite, on doit prendre en compte le reste. Mais bon, dans les faits, c'est plutôt pris en compte quand on monte sa deuxième start-up plutôt que sa première. Mais du coup, ça m'a amené à poser la question, c'est est-ce que l'ESG, c'est un vrai sujet des boards ou pas? Auquel cas, autant qu'on en discute. Et puis du coup, la deuxième question sur la transparence de la gouvernance. Je ne sais pas qui doit répondre en premier. C'est peut-être Cécile, non? Dans l'ordre des questions. Alors, moi, si je réponds, je vais vous dire l'ESG, oui, c'est un vrai sujet. Maintenant, moi ce que j'ai l'impression quand même, c'est qu'il y a pas mal de startups qui se montent justement en contribution sociétale, c'est-à-dire qu'elles apportent quelque chose à la société. Et dans ce cadre-là, c'est plus de la mise en cohérence des enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux et de gouvernance qu'on va essayer de mettre en relation. Et notamment si l'entreprise, elle est déjà très focus sur son apport à la société. Il faut développer de la cohérence et justement en faire un atout très très fort. Voilà, mais encore une fois, ça peut développer encore plus de performance. Donc, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit avant, c'est-à-dire d'être vraiment à l'écoute du dirigeant qui monte sa start-up et de venir entendre qu'il veut apporter quelque chose à la société et qu'il sera d'autant plus pertinent et donc beaucoup plus créateur de valeur et créateur de valeur sociale, environnementale, etc., et économique, s'il est en cohérence. Donc voilà, moi je réponds sur cet aspect-là, mais ça m'intéresse d'entendre les intervenants sur l'intégration ESG dans la mesure où ce sera un de nos cercles, celui de juillet, qui sera consacré à cela. Finalement, il y a quand même beaucoup de directives qui arrivent sur la performance ESG et plus globalement l'engagement sociétal des entreprises. Et donc, est-ce que les startups prennent ça en compte, en fait, finalement, notamment à la French Tech? Voilà, alors, d'après mon expérience, on a en fait deux grands cas de figure. Soit il est incarné par les fondateurs ou les cofondateurs dès le départ, c'est-à-dire que ça fait partie de leurs valeurs clés et de leurs valeurs communes. Et dans ce cas, ça fait partie de l'ADN de la boîte. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de problématique de ce côté-là. Hein. Et c'est d'ailleurs de plus en plus aussi un argument de recrutement, puisqu'on sait combien ce que les jeunes diplômés ou les jeunes en général, c'est un facteur qui est absolument capital pour les choix de l'entreprise qui vont rejoindre. Ça, c'est le premier cas. Mais il y a aussi des cas où ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que ce n'est pas naturellement incarné par les fondateurs, les cofondateurs. Il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus. Voilà, chacun est câblé de manière différente. Et dans ce cas-là, c'est vrai qu'ils ont surtout la préoccupation de survivre. On l'a évoqué, les startups, les premières années, on sait qu'il y a un gros pourcentage de startups qui échouent, suivant qu'elles sont épaulées par des accélérateurs, c'est plutôt du côté de 40%. Si elles ne sont pas épaulées, c'est plutôt du côté de 80%. Et la préoccupation de la survie quotidienne est la préoccupation principale. Hein. C'est la question de la pyramide de Maslow. Hein. J'ai besoin d'un toit et de manger avant de m'occuper du reste. Et ça, c'est extrêmement vrai. Et c'est au fur et à mesure du développement que peut être poussé ces sujets par les collaborateurs. C'est-à-dire que dans l'aspect développement, il peut y avoir une remontée des collaborateurs en disant « Tiens, on voudrait peut-être attribuer une journée à tel ou tel sujet. » Ou peut-être que notre produit ou notre service permettrait d'aider telle ou telle association. Et dans ce cas, si les fondateurs et cofondateurs sont capables de cette adaptabilité, de ce développement, de cette mutation rapide qui a été évoquée tout à l'heure,
alors c'est des sujets qui peuvent intégrer et voir les mettre siens et ensuite les intégrer dans l'ADN de l'entreprise au fur et à mesure qu'elle croît. Mais en tout collaborateurs et investisseurs, puisque là, avec l'arrivée des directives taxonomie, directives européennes sur la transparence des fonds, de plus en plus, les investisseurs vont poser ce genre de questions. Donc, clairement, mais ils n'ont pas encore l'habitude. Il faut quand même reconnaître que si on regarde la plupart des investisseurs, il y a des fonds à impact, hein, c'est clair, mais la plupart des investisseurs traditionnels sont surtout préoccupés, si on parle des board members de VC au sein des startups et scale-up, sont surtout préoccupés par est-ce que la feuille de route est suivie en termes de KPI, de croissance du chiffre d'affaires, de croissance d'utilisateurs et la marge, quand est-ce que la marge va devenir positive et ta marge, quand est-ce qu'elle va devenir positive. C'est très souvent quand même, les investisseurs sont orientés là-dessus. Il est clair que pour sortir de ce carcan de la préoccupation de la rentabilité, de la marge et des KPI, si le board ne le met pas comme prioritaire, ça va être difficile que l'entreprise le suive. Et donc le board a un rôle capital pour, au fur et à mesure que la startup devient viable, parce que peut-être qu'il y a aussi une prioritisation à faire. Le board est capital pour décider du moment où on peut donner plus de place à l'ESG. Ça peut être très tôt, ça peut être plus tard, ça dépend du parcours et de l'aventure, puisque chaque startup est différente. Mais une entreprise, une startup qui voudrait faire de l'ESG sans être poussée par le board, si le board s'y oppose, c'est compliqué. Donc, il vaut mieux que le board ait intégré ça et soit un board moderne. Et comme dit Cécile, et ses préoccupations, elle commence à l'intégrer dans les discussions stratégiques qui ont lieu tous les 2 ou 3 mois. Après, sur la deuxième partie de la question, sur la transparence, elle a de l'intérêt que si elle apporte du sens. C'est-à-dire que les collabs, si on raconte ce qu'on fait, c'est pas leur préoccupation, hein, ce qui se passe au board. Hein. C'est pas la préoccupation de collab, hein, mais si on a des décisions importantes, nous on a un rendez-vous mensuel avec tous les collabs, tous les derniers jeudis du mois où on partage divers sujets et notamment des sujets qui nous préoccupent, qu'on va présenter au board. On les évoque avec les collabs et puis après on fait une restitution de ce qu'on a échangé au board. Là, ça a du sens et la transparence est intéressante. Mais la transparence doit s'inscrire dans quelque chose où on inclut quand même les collaborateurs, sinon il n'y a aucun intérêt. Hein, sinon. Et voilà, c'était pour répondre sur la partie transparence. Je ne sais pas si quelqu'un essaie de poser une question. Oui, peut-être. L'aspirateur ou l'avion essaie de poser une question. On arrive de toute façon. Ouais, éventuellement, j'avais un sujet ou une question. C'est sur la question de la rémunération des administrateurs indépendants au sein des startups. On sait qu'elles ont peu de moyens, que chaque euro doit être bien utilisé. Est-ce que parmi les intervenants et les panels, il y a des recommandations dans le livre blanc, mais ce n'est pas la même chose la rémunération des boards au sein des startups qu'au sein des 440, par exemple. Heureusement, oui. Est-ce que quelqu'un veut répondre à cela?
Après, c'est une question qu'on se pose aussi, je fais un parallèle, hein, parce que je trouve que c'est une question qu'on se pose aussi dans les panels de parties prenantes. C'est-à-dire quand on crée des panels de parties prenantes, notamment en lien avec l'ESG, pardon, pour entourer un peu les dirigeants et les ouvrir aux enjeux sociétaux qui posent question aux parties prenantes, on commence à se poser la question de la rémunération des panels de parties prenantes. Et on se dit plus que, en fait, c'est du défraiement, c'est aussi de la participation à l'intelligence collective. Et bon, c'est vrai que les rémunérations sont pas très importantes. Mais s'agissant des parties prenantes, l'idée, c'est aussi de ne pas les soudoyer, en fait, en aucun cas, pour que leurs attentes restent brutes de pomme. Vraiment et direct. Alors que pour un administrateur indépendant, enfin, moi je suis administratrice donc de l'Argo, qu'on peut considérer comme une start-up donc, qui vient de s'introduire en bourse sur Euronext, et on a une rémunération, oui, mais qui n'est pas celle du CAC 40. J'ai trouvé intéressant dans le livre blanc, donc il y a quelques éléments. Donc il y a 3 éléments, je pense. Yves, avec son expérience aussi, pourra compléter. Il y a le fait qu'il est bon que les administrateurs indépendants prennent une participation, d'un côté. D'autre part, il est préférable qu'ils aient une rémunération, même si elle est moins importante. Les chiffres qui sont évoqués dans le rapport sont entre 10 000 et 35 000 euros par an. Et puis, ça peut être complété où il y a une partie qui peut être en termes de BSA ou de BSPCE, donc des options, hein, et qui là aussi incarne la préoccupation des administrateurs pour l'entreprise sur le long terme et qui aligne les intérêts. Nathalie, vous vouliez intervenir également ? Oui, juste un petit retour d'expérience, parce qu'effectivement, moi, j'intègre une start-up là depuis quelques mois et nous avons eu une réflexion sur la création d'un comité stratégique, tout en sachant que nous sommes accompagnés par Atlampol et donc, en fait, on a sollicité des personnes qui ont accepté de faire partie du comité stratégique dans un premier temps sans rémunération, puisque la start-up n'en a pas les moyens pour l'instant. Et avec l'objectif à terme d'effectivement de mettre en place une rémunération quand la société sera en capacité de le faire d'ici 1 an ou 2 ans. Mais pour l'instant, on a trouvé des personnes indépendantes qui ont accepté justement, comme le disait Cécile, pour participer à l'intelligence collective. Merci de ce témoignage. De rien. C'est quelle société, pardon? Odroa. C'est une société qui développe des logiciels pour les laboratoires de biologie médicale avec de l'intelligence artificielle. Pure curiosité, hein, parce que je trouve ça toujours fascinant de voir toutes les entreprises qui se créent et sur quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres souhaits de partage d'expérience? Sinon, on présente rapidement les sujets à venir avant de se souhaiter une bonne journée. Voilà, donc très bien, les sujets à venir, il nous a semblé pertinent dans le cadre de l'actualité de revenir alors sur le risque cyber, qui est peut-être un zoom par rapport effectivement au cercle précédent qui était sur la cartographie des risques. Mais celui-là nous paraît concerner absolument tout le monde et pour autant être sous-estimé par les conseils. Voilà, donc on a mis ce sujet-là. Et puis, effectivement, je vous l'annonçais également, hein, compte tenu de l'actualité hein, très, très riche cette année hein, des directives européennes sur l'ESG, on voudrait faire un point. Et puis, il y a eu des travaux très intéressants au niveau de la commission ESG de l'IFA également. Donc, on vous fera un point sur l'ESG. En fait, on a mis enjeux sociétaux, mais c'est voilà, tout ce qui est environnement, social et gouvernance. Et donc, on espère là aussi votre participation, l'échange d'expériences, voilà, sur ce sujet en juillet. Et en septembre, ce sera sur la gouvernance intergénérationnelle, pardon pour le couac.
Voilà, j'espère que ces 3 sujets vous intéressent. On ne peut pas vous annoncer aujourd'hui des mesures, de passer ces cercles en présentiel, mais je vous rappelle que c'est bien l'objectif, hein, peu à peu. Donc, n'hésitez pas aussi à vous faire connaître si vous êtes sur une métropole de l'Ouest, pour qu'on commence aussi à penser au présentiel et de se créer des petits cercles d'échange autour des métropoles de l'Ouest. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée. Merci de ces échanges, j'ai trouvé que c'était très riche. Merci avant tout aux intervenants qui ont préparé voilà, du cousu main, hein, pour le dire. Et n'hésitez pas à nous faire aussi des petits retours, soit par mail, voilà, sur des suggestions, pour qu'on améliore ce format. Voilà, donc merci à tous et une très belle journée et à très bientôt. Merci. Bon appétit.